Le balado « Décarboner un bâtiment à la fois » vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction en bois. Bienvenue au balado « Décarboner un bâtiment à la fois », le balado qui explore comment chaque bâtiment peut devenir un allié dans la lutte contre les changements climatiques ou chaque action compte dans la création d'un avenir plus durable. Si vous êtes curieux de savoir comment réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, ce balado est fait pour vous. Épisode 1. Jeux olympiques carboneutres, le centre aquatique des Jeux olympiques de Paris 2024. La ville de Paris veut faire les Jeux olympiques les plus verts de l'histoire. En effet, elle s'est engagée à diviser par 2 l'empreinte carbone par rapport aux Jeux des années précédentes. La construction de nouveaux bâtiments sportifs contribue pour une part importante dans les émissions de GES d'un pays. Ainsi, pour parvenir à sa cible, la Ville de Paris a construit un nouveau centre aquatique carboneutre. Dans cet épisode, préparez-vous à être inspiré par le projet du centre aquatique. Bonjour, donc bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Décarboner un bâtiment à la fois ». Mon nom est Vadim Siegel, architecte associé chez ABCP Architecture. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir les 2 architectes conceptrices du nouveau centre aquatique des Jeux olympiques de Paris. Donc, Laure Mériot, architecte associée d'atelier 234 à Paris, et Cécilia Gross, architecte associée directrice chez Venoven CS à Amsterdam. Donc, merci d'être présente avec nous. Ma première question, en fait, simplement, donc 2 firmes qui ne sont pas nécessairement dans le même pays. Comment vous en êtes arrivé à vous regrouper pour réaliser ce projet? En fait, l'idée, c'est pour le centre aquatique olympique, il y avait un gros enjeu d'architecture et on avait envie, en tout cas du côté d'Atelier 234, de s'associer avec une agence qui travaillait comme nous, mais qui avait aussi une autre culture et qui pouvait amener de la richesse dans le projet, et que voilà, on travaille avec finalement une agence européenne sur ce projet international. Peut-être pour nous, on est experts en bâtiments sportifs et surtout en centre aquatique. Et en tant que Française associée d'une agence néerlandaise très au courant de ce qui se passait en France, on savait que les Jeux olympiques allaient arriver. Pour nous, c'était aussi une façon de dire on peut aussi exporter notre savoir. Et la recherche, pareil, d'une agence qui a une force dans la métropole du Grand Paris, qui est bien implantée. Et en fin de compte, on s'est mariés, on s'est trouvés parce qu'on a les mêmes façons de travailler, on a les mêmes valeurs. Et on s'est trouvés assez rapidement et c'était le coup de foudre. Donc on s'est dit, allez, on y va, on va trouver une équipe et on part pour cette belle aventure. Excellent, merci. Et je pense que le processus de sélection aussi était un peu particulier dans le cadre de ce projet-là, donc un projet d'envergure. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous avez été sélectionné et comment vous avez été mise finalement en compétition avec d'autres équipes? Oui, alors le projet, c'est un projet de concession. Donc en fait, c'est le maître d'ouvrage, qui est la métropole du Grand Paris, chercher une équipe qui, dans laquelle il y ait beaucoup de compétences. Donc évidemment, une compétence de maîtrise d'œuvre, de conception, architecte, bureau d'études, mais aussi une compétence de constructeur. Donc on est avec Bouygues Bâtiment Île-de-France et l'exploitation aussi de la piscine. Donc l'exploitation, la concession, elle est sur 15 ans après la livraison et l'ouverture au grand public. Donc on est avec Recrea, qui est un gros exploitant, et la maintenance aussi. De cette donc finalement on avait une équipe qui était assez large, et nous en tant qu'architectes, donc avec Cécilia, on s'était trouvé, on avait fait notre groupement d'architectes, et on cherchait des partenaires. Donc on est allé voir, il y avait 3 grandes entreprises françaises qui avaient monté un groupement avec les exploitants et tout ça, et donc on a passé des oraux, on a montré qu'on avait envie, tout notre savoir-faire et notre ambition. Et on a rencontré Valentin et Alison de chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Et voilà, on est tombé d'accord vraiment sur la façon de travailler et les ambitions, qui étaient vraiment importantes sur la question de décarboner le bâtiment, de construire autrement, de prouver que on pouvait faire autrement, que les jeux, c'était aussi
la possibilité d'être exemplaire et d'aller plus loin finalement que dans un bâtiment un peu classique, un centre aquatique classique. Peut-être juste pour apporter la force de l'équipe, c'est vraiment primordial pour gagner et pour concrétiser le projet et les idées. Et je pense vraiment qu'on a été choisi parce qu'on avait ce côté de travailler ensemble, de s'écouter. On ne peut pas travailler avec une équipe si compliquée si on ne comprend pas les expertises les uns des autres. Donc oui, avoir une idée, avoir des grandes idées, mais aussi avoir une certaine forme de collectif par rapport à nos compétiteurs qui étaient plus star architectes et qui... Donc je pense cette sobriété, mais cette force d'ambition qu'on avait en nous, le compromis des deux a fait que on a bien fusionné avec l'équipe et je pense aussi que ça a fait pourquoi on a gagné. Vous avez été sélectionné pour bien imager, parce que nos processus d'appel d'offres sont quand même très différents ici. Au moment où vous avez fait votre proposition, quelles expertises étaient présentes au moment de la conception? Donc c'est vraiment une conception intégrée au sens très, très large. Dans le fond, l'exploitant étant même dans l'équipe. Quelles expertises étaient avec vous au moment où vous avez conçu, dans le fond, à l'étape concours? En fait, toutes les expertises étaient là. Déjà là. C'est-à-dire qu'on travaillait à la fois avec des bureaux d'études, d'ingénierie, avec les gens qui allaient construire le bâtiment, avec les gens qui allaient l'exploiter, qui allaient le maintenir aussi. Donc, les choix qu'on a faits, ils étaient partagés par l'ensemble de ce groupement-là. Je ne sais plus, il y a une dizaine d'entreprises qui étaient avec nous à ce moment-là. Et donc, oui, des grandes discussions, mais aussi des ambitions partagées. Et finalement, c'est un peu la force de ce genre de concours, c'est que les innovations qu'on a pu faire, dont on parlera peut-être, et la conception un peu particulière du projet, nous, ce qui nous a aidés en tant que concepteurs, c'est d'être aussi adoubés par tous ces gens qui allaient ensuite être dans le bâtiment, y habiter, y travailler, l'exploiter. Et donc, on se disait, c'est génial, tout le monde est d'accord, on y va, on va faire le meilleur projet possible. Donc, c'était vraiment, vraiment important. D'avoir ces... Sachant que c'était un marathon. Hein. Enfin, moi, je le compare toujours à une expérience de sportif de haut niveau, parce que c'est vraiment du haut niveau ce qui s'est fait. Parce qu'il faut dire quand même, c'est que l'équipe était constituée en octobre. On a eu le programme début novembre. Et mi-mars, il fallait qu'on rende un projet ficelé. Donc, un projet qui a l'idée... Si on regarde le projet qu'on a rendu en mars, c'est pas si loin que le projet qu'on est en train de réceptionner. Mais donc, avec les ingénieurs, avec le prix, avec l'exploitation, avec tout. Donc, ça veut dire qu'on a eu 3 mois, des super vacances de Noël, pour pondre la bonne idée. Donc, il y a vraiment une pression, et c'est pour ça que je parle de sport d'équipe et de sport de haut niveau, parce qu'il fallait s'entendre, sinon ça marche pas, quoi. Sinon, c'est pas possible. Sachant que c'était un concours qui a duré 1 an et demi quand même. Donc, c'est aussi l'idée du marathon, c'est-à-dire qu'on est parti, on a eu 3 mois, après des oraux, des questions du maître d'ouvrage et de tous les gens qui analysaient notre dossier. Et ensuite, donc on a eu une première petite victoire, parce que dans chaque groupement, il y avait 2 équipes d'architectes, donc avec 2 projets. Ça, c'est intéressant. Donc, dans le fond, il y avait chaque proposant avait 2 conceptions indépendantes. Ouais, totalement, ouais. Et donc après, on a été choisis. Et puis après, il y a eu un 2e tour. Donc entre le premier tour et le 2e tour, on a discuté. Il y avait un dialogue avec le maître d'ouvrage et ses assistants maîtrise d'ouvrage, donc des programmistes, des ingénieurs qui nous posaient des questions, qui nous challengeaient et tout ça. Et puis on a rendu une 2e copie. Et puis, on a refait tous les processus oraux et tout ça. Et puis finalement, on a eu aussi un 3e tour parce que les projets étaient trop chers. Et donc, il a fallu retravailler pour réduire finalement le coût du bâtiment. Et donc, cette étape-là n'était pas prévue initialement. Donc, non, ça a été rajouté en cours de processus par le maître d'ouvrage. Oui. Par contre, le jour de la livraison, on ne pouvait pas le décaler. Okay. Ouais. Donc, ça comprimait les étapes dans le fond. Ouais. Beaucoup, hein. Mais c'est partie du sport. C'est un projet atypique. Donc, on comprend que le processus aussi... Est-ce que c'est un processus qui est atypique aussi en France? Ou c'est...
Ou c'est un mode d'octroi de contrat que vous voyez quand même régulièrement? Alors, non, la concession, ça existe, hein, c'est pas du tout le premier, et c'était pas une grande innovation, mais en tout cas, c'est pas non plus la façon de faire la plus courante. Non, ouais. Okay. C'est surtout les gros projets. Importants. Et l'idée, je pense, c'est de s'assurer dès le départ que toute l'équipe est là et que ça va filer droit parce que, comme le disait Cécilia, en fait, la date qui est... les Jeux Olympiques n'ont pas été décalés. Dans un mois, c'est fini. Voilà. Très bien, c'est intéressant. Si on parle un peu plus du projet, dans le fond, du projet au sens... même plus large, au niveau social. Donc, dans le fond, au début, c'était quoi les objectifs du client et un peu comment vous y avez répondu à travers votre proposition dans le cadre de ce concours? Alors, il y a des doubles objectifs parce que le Paris 2024, quand ils ont fait leur candidature pour les Jeux, leur ambition et ce qu'ils ont présenté, c'était de finalement utiliser un maximum ce qui existait déjà en France. Donc beaucoup sur Paris, mais aussi dans d'autres villes, Marseille, et puis même dans les DOM et dans des territoires un peu extramarins. Donc il y avait ça, et puis finalement il manquait vraiment cette piscine. Donc c'est le seul bâtiment qui est vraiment construit spécifiquement pour les Jeux Olympiques, mais le territoire et le choix de l'emplacement à Saint-Denis répondait aussi à une demande très forte de la collectivité et de cette région, qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la région parisienne, qui est juste au nord de Paris, hein, qui est très proche, mais qui est un des départements les plus pauvres de France, et où il y a vraiment un manque sur l'apprentissage de la natation. Et un manque de piscine, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens sont nuls, hein, c'est juste parce qu'ils n'ont pas assez de piscine pour pouvoir apprendre. Donc il y avait ce double objectif, avec vraiment, en tout cas pour nous, l'objectif principal, c'était l'héritage. C'est comme ça que le Paris 2024 appelle finalement ce que peut amener les Jeux Olympiques aux territoires dans lesquels les bâtiments s'implantent. Et donc, quel héritage pour la Seine-Saint-Denis? Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé. Je sais pas, Cécilia, tu peux peut-être... Oui, non, mais l'héritage, donc c'était vraiment penser long terme. Et du coup, penser long terme, c'est aussi penser la métropole du Grand Paris, vu que notre client, notre maître d'ouvrage, c'est la métropole du Grand Paris. Donc, il y avait une combinaison d'ambition à la fois de Paris 2024, les Jeux les plus durables de l'histoire, et aussi une ambition métropolitaine, très près des gens du territoire, avec une ambition environnementale, mais sur toutes ses facettes. Donc, c'est pas que l'énergie, c'était aussi social, c'était aussi de dynamiser un nouveau territoire, vu qu'on s'inscrit dans un nouvel écoquartier. Pour l'instant, on est la première pierre de l'édifice d'un nouvel écoquartier qui va se faire, qui va abriter des gens. Et pour les gens qui écoutent, on est en face du Stade de France, pour voir. Donc, on a le Stade de France, on a 2 autoroutes qui sont des très grosses autoroutes qui mènent à Paris, et on est un ancien site industriel, en trait d'union entre Paris, quartier Pleyel, le centre-ville de Saint-Denis, donc qui demande à être réunis. Donc en fin de compte, notre première pièce du puzzle, c'était de connecter, de relier, et d'où l'importance aussi que le centre sportif qu'on a fait, il a aussi un énorme franchissement piétonnier, donc de circulation douce, mais qui fait quand même 100 mètres par 18 mètres, qui permet justement de connecter les territoires. Donc c'est l'idée de connecter physiquement et de connecter par le sport toutes les différentes populations de la Seine-Saint-Denis. Et puis d'utiliser aussi un équipement public pour être un peu l'étincelle de départ à la revitalisation d'un secteur qu'on avait besoin. En fait. Oui. Et ça nous a beaucoup... aider à penser, à se dire, comme c'est un nouveau quartier qui est sur un site totalement vierge, parce qu'en plus il a été totalement dépollué, donc aujourd'hui c'est tout plat, il n'y a rien. L'idée, c'était vraiment d'afficher
sur le bâtiment et sur l'ensemble des ouvrages, c'est-à-dire les espaces publics, le bâtiment lui-même, une nouvelle façon un peu de voir la ville, avec beaucoup de nature, avec des transparences, avec des bâtiments qui sont ouverts sur l'extérieur. On est quand même sur un bâtiment public. Et c'est vrai que les centres sportifs en France, en tout cas, je connais pas bien encore les centres sportifs canadiens, mais sont souvent des boîtes très fermées, avec juste une petite porte. Puis après, on a juste un petit tourniquet, on met son ticket, et puis il faut savoir ce qu'on va y faire, en fait. Il faut déjà avoir envie d'être dedans et d'aller faire du sport avant de rentrer. Et là, l'idée, c'était de donner envie de faire du sport. C'est aussi une des ambitions de Paris 2024. Il y a beaucoup d'actions aujourd'hui à Paris, en France, par Paris 2024 pour faire, en fait, dire à tout le monde, faut se bouger, il faut faire du sport pour être bien dans son corps et dans son esprit. Et donc, nous, en tant qu'architectes, vraiment, notre position, c'était de dire, on va faire un bâtiment qui s'ouvre. Donc, il y a beaucoup de grandes façades vitrées. On voit les sports qui se font à l'intérieur, on peut s'approcher, voir même le cœur de la piscine sans obligatoirement rentrer à l'intérieur. Et puis ensuite, à l'intérieur, comme on a tous ces sports qui sont ensemble, puisqu'on va avoir plusieurs bassins. Le bassin olympique, évidemment, qui fait 50 mètres et qui est à côté du bassin de plongeon. Donc, il faut imaginer une salle, finalement, de piscine, dans laquelle on a un bassin qui fait presque 70 mètres de long, par 25 mètres de large, et des gradins tout autour. Donc, on est dans une pièce qui fait 100 mètres de long par 80 de large. Donc, on est vraiment dans un espace très, très grand. Et on a d'autres bassins aqualudiques, qui s'ouvre sur l'extérieur avec des plages, un bassin d'apprentissage qui est plus petit et qui aide, qui est plus accueillant, on va dire, un peu moins grandiloquent. Et ensuite, on a une salle d'escalade bloc, du foot à 5, du paddle tennis, du fitness. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un lieu de vie dans lequel une famille peut venir et chacun va faire son sport différemment, ou des copains qui se rejoignent et qui vont passer la journée là à aller faire plusieurs sports différents. Il y a un restaurant. Et donc bon, c'est super, c'est un programme passionnant, mais nous, notre travail, c'est de le mettre en espace et de créer les liens entre ces différents espaces. Donc on a énormément travaillé justement la question des transparences, la question des vues des espaces les uns vers les autres, pour que ces différents lieux, parce que c'est vraiment des sports secs et urbains, on va dire, avec des sports de natation, puissent se voir et que chacun puisse découvrir ce qui se passe dans le bâtiment. On peut presque, en un coup d'œil, percevoir tous les plateaux, tous les sports, en fait. Et tous les sports, voilà. Et c'est vraiment, c'était notre ambition, et ça, on est assez content parce que bon, là, le projet est presque fini, en tout cas presque fini de construire, et ça marche très bien. On a vraiment ces points de vue qu'on avait pensé au départ, question de la lumière naturelle aussi et tout ça. Intéressant. Puis, en fait, vous l'avez évoqué un peu, mais donc c'est un bâtiment qui va avoir deux vies. En fait, sa vie des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, et qui vont occuper, je ne sais pas, quelques pourcents de sa vie totale utile, mais 99% du temps, ça va être un bâtiment qui va être tourné vers la communauté. Donc, pouvez-vous nous parler un peu justement du processus de transformation de ce bâtiment-là pour l'adapter à sa deuxième vie, et comment, comme conceptrice, ça a influencé votre travail? C'est quand même une bonne contrainte de penser à un bâtiment et de penser à sa transformation à si court terme, en fait. Je pense que le défi de cette transformation, ça nous a apporté à penser différemment. En fin de compte, les programmes qu'on avait, on a questionné les usages. Donc, il y a plein de choses qu'on a l'habitude de faire d'une certaine façon. Et avec Laure et toute l'équipe, on s'est posé des questions. Est-ce que c'est vraiment la façon de faire? Pourquoi on le fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est 2 semaines ou est-ce que c'est 100 ans? Et ça nous a amené tout de suite à dire, on pense pour l'héritage, donc pour l'après. Donc l'après a guidé presque toutes nos solutions, mais bien sûr toujours en se disant comment le bâtiment va fonctionner d'une façon parfaite pendant les JO, vu que ça doit l'être. Mais du coup, pour donner peut-être quelques exemples,
peut-être le plus simple et le plus flagrant d'une aire de régie, vu que ce qu'il faut dire, c'est quand même le bâtiment d'une capacité de 6000 places qui peut de 6000 à 3000. On a aussi une réversibilité dans les tribunes. Ça va être quand même le centre aquatique de compétition d'excellence au niveau national. Il n'y a pas plus grand, donc il est vraiment inscrit dans les compétitions, même si on l'a conçu pour le quartier et pour faire rencontrer plein de gens. Donc, il y avait une aire de régie. Une aire de régie, c'est une aire généralement 2500 mètres carrés. On met du bitume. Il y a des camions médias qui viennent quand il y a une compète, machin. Et du coup, nous, on s'est dit, non, on va pas mettre de l'asphalte sur 2500 mètres carrés pour un truc qui se passe 2 semaines où ça se trouve, il y a 20 camions, ça se trouve, il y en a 2. Donc, on a dit, non, on va faire du gazon qui va servir pour les gens qui vont à la piscine l'été et pour se faire plaisir. On le fait renforcer, on met toutes les prises, tout ce qu'il faut, et on met du gazon. Et ça, on l'a fait sur plein de points, on pourrait en parler 3 heures, donc on va peut-être pas le faire. mais c'était vraiment pour démontrer l'idée et ça demande des discussions. Et puis au bout d'un moment, l'exploitant, il fait ouais, c'est vrai, c'est pas obligé. Et puis ça, c'est... Donc, moi, j'ai l'impression, à travers ce projet, qu'on a aussi questionné des façons de faire. Et on est dans une époque où on doit faire différemment, fondamentalement. Et c'est un peu la démonstration à travers ce bâtiment. Comment, à partir de plein de choix, de repenser des usages et de sobriété, on crée quand même de l'exceptionnel. Je pense que l'idée, on a ce mot qui est la juste mesure. En fait, on a, par exemple, entre la 2e phase et la 3e phase, donc, dont je parlais tout à l'heure, où il a fallu qu'on trouve des économies importante. L'idée, c'était de dire, OK, on va trouver des économies, mais on va pas réduire nos ambitions. C'est-à-dire, quand je parle d'ambition, c'est vraiment la question de la matérialité, puisque le bâtiment, il est dans sa majeure partie en bois. On a cette grande toiture et on a les lames de bois, des lames de bois qui font comme des grands brise-soleil qui font qui entourent tout le bâtiment. Ça, il fallait pas qu'on le perde parce que c'est ce qui était... C'était l'essence même. C'était l'essence même. Toutes les transparences, c'est du verre, ça coûte cher. Et ça, fallait pas qu'on le perde. Il fallait pas qu'on se mette... toutes les qualités qu'on avait travaillées pendant 8 mois, 9 mois, il fallait pas qu'on perde ça. Donc, comment on fait moins cher aussi bien, mais moins cher. Mais moins cher, c'est toujours la grande question. En fait, on fait moins grand. Okay. Mais par contre, on fait moins grand, pas en faisant des trucs étriqués et tout ça, mais justement en se questionnant sur qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Donc, on avait la réversibilité donc des 6000 places en 3000 places. Donc, on a un grand gradin qui est en tubulaire, qui est un peu comme les gradins que vous avez quand on fait des pièces de théâtre dans des lieux publics, sur une place ou des concerts. Donc ça, il s'en va et lui, il devient un plateau sportif où il y a du paddle tennis. Donc ça, c'était dès le début, on était comme ça. Et en fait, on s'est posé la question de la réversibilité et de ce qui était vraiment nécessaire, surtout. Et donc, chaque espace a été re-questionné en disant, est-ce que ça sert bien dans toutes les phases ? Est-ce qu'il est bien dimensionné ? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop grand ? Est-ce qu'il ne pourrait pas être un peu différent ? Voilà. Donc ça, c'était vraiment le premier travail. Et la grande chose qu'on a enlevée, c'est qu'on a coupé une tranche de 10 mètres du bâtiment. Et pour faire ça, vous faites, toi tu fais beaucoup de centres sportifs, donc tu le sais, mais en gros, quand on fait un centre sportif, on part toujours du dessin du terrain. Du plateau, de ce qui est nécessaire, pour le sport, pour que tout se passe bien, que tout soit aux bonnes normes et tout ça. Et ce qu'il faut savoir et que nos auditeurs doivent bien connaître, c'est que les Jeux Olympiques, c'est le must du must. Donc en gros, c'est ce qui demande le plus de place. Donc pour la halle olympique, on a déjà des plages de 8 mètres de large tout autour des bassins, ce qui normalement est plutôt de 4 mètres, non. 3 mètres, voilà, donc c'est déjà beaucoup d'espace. Et puis, on a un bassin de 50 mètres, et ce qui nous était demandé, et un bassin de 20 mètres pour le plongeon. Et ce qui nous était demandé, c'est qu'entre ces deux bassins, il fallait mettre une plage de 9 mètres de large, fixe, qui ne sert absolument à rien, jamais, à part pour les Jeux Olympiques.
en fait. Et quand on a cherché donc à réduire, c'est ce que disait Cécilia, on a réinterrogé le programme. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, pour les Jeux Olympiques, on n'accueille pas la natation-course. On va l'accueillir pour les championnats d'Europe, on va l'accueillir pour d'autres grands championnats, mais pas pour les Jeux Olympiques. Et que le water-polo et la natation artistique qu'on accueille demandent pas 50 mètres, mais 33 mètres. Et là, une idée nous s'est apparue un matin brumeux parisien, où c'était vraiment gros. Voilà, on s'était enfermé dans une pièce en se disant faut qu'on trouve parce que sinon on a perdu, donc il faut vraiment qu'on trouve. Et quand on a vu ça, quand on a réanalysé, on s'est dit en fait la plage de 9 mètres, on va la prendre au-dessus de la piscine de 50 mètres. Et alors comment on fait ça ? Parce que mais en fait, on utilise des techniques qui sont très connues. Donc des murs mobiles qui sont dans la piscine, qui vont s'ouvrir, et on met une plaque au-dessus. Une plateforme temporaire. Une plateforme temporaire, voilà. Et bon, donc ça, c'était notre réponse pour les Jeux. Donc on a bien relu tous les documents du concours pour être sûr que ça pouvait fonctionner, on répondait bien, mais nous ça nous a permis quand même de couper 10 mètres du bâtiment, donc c'est énorme. Et en même temps, ce qui est assez génial, c'est que ça a donné une immense flexibilité d'organisation au bassin, qui va être complexe à raconter comme ça, mais où on peut avoir 3 bassins de 25 mètres, où on peut avoir des configurations peuvent être infinies, en fait. Infinies, ouais. Avec l'exploitant Récréa, Gilles Sergent, qui tout d'un coup dit mais c'est génial parce que avec ces murs mobiles et cette plateforme, je vais pouvoir faire des spectacles parce que j'ai 3000 places là, que je chauffe, que je nettoie, qui servent à rien les 3/4 du temps, puisque en fait, dans une piscine, il y a rarement 3000 personnes qui s'assoient dans les gradins. Et donc voilà. Et donc ça, c'était vraiment toute l'histoire de ce projet, c'est qu'à chaque fois, on a essayé d'aller à l'essentiel, tout en offrant des flexibilités et des façons d'aller toujours vers le meilleur usage, en fait. Et puis même des bonus par rapport à la programmation, en fait, des choses qui n'étaient pas nécessairement attendues par le maître d'ouvrage. Avez-vous l'occasion d'échanger avec le maître d'ouvrage pendant le concours d'architecture ? Par exemple, quand vous faites une innovation comme ça, pouvez-vous quand même tester, voir la recevabilité de cette idée-là ? Non, c'était un dialogue très concerté avec le client, forcément. Okay. Après, le jour où on a présenté cette solution, je me souviens qu'il y avait un grand silence dans la salle. Ils ont été surpris. Oui. Donc, parce que c'était audacieux. C'était intelligent et audacieux, et ils l'ont vu. Et on l'a rendu possible avec toute l'imagination qu'on a ensemble et la force de l'équipe. Mais non, c'était audacieux. Et c'est créer des possibles, en fin de compte, c'est notre rôle. On crée des espaces qui sont figés, mais les possibles de demain, on ne les connaît pas tous. Comme ce plateau sportif où, pour l'instant, on a 3 paddle tennis, mais ça se trouve, dans 4 ans, ça sera autre chose. Ça sera du basket, ça sera du parcours, ça sera... Donc, notre but, c'est d'inspirer, créer des possibles, finalement. D'offrir de la flexibilité. Ouais. De donner plus avec les moyens, moyens possibles. Vous en avez parlé un petit peu, mais les Jeux, je pense, avaient une ambition environnementale très, très élevée. Vous avez des normes environnementales en France qui sont plus strictes que celles qu'on peut avoir ici. Qu'est-ce qui, au niveau de la réglementation, vous a contraint dans la conception et quels objectifs même vous êtes donnés au-delà de la réglementation Alors, à l'époque où on a fait le concours, donc c'était le programme, il a été fait en 2018 et on a 2018-2019 et on a gagné en 2020. La réglementation française n'était pas encore la RE 2020. Donc en fait, on est sous une réglementation qui était la réglementation classique, la réglementation thermique. RT 2012. Plus basé sur l'efficacité énergétique que sur le carbone. Donc ça, c'était vraiment important. Et en même temps, il y a beaucoup de labellisation, comme le BREEAM, le LEED, que vous devez connaître. Donc nous, on a le HQE, c'est français.
voilà, haute qualité environnementale. Et puis on a le label bas carbone. On a voilà. Et donc dans le programme, le maître d'ouvrage nous avait mis des niveaux de performance. Donc il y avait excellent, moyen, base, et il fallait qu'on choisisse en gros 3 cibles à excellent, et on avait le droit, voilà, de faire un petit panachage comme ça. Nous, avec Cécilia et toute l'équipe, on a dit, ok, nous, on veut 100% excellent, qui dépasse tout, et parce que c'est impossible avec les ambitions de Paris 2024 et avec d'aller en dessous de ça. Et donc, on est très performant en carbone, on est très performant en énergie, on est très performant en gestion de l'eau. Voilà, donc c'était vraiment, on a travaillé sur énormément de champs. Mais si on parle carbone, énergie et eau, on va dire que c'est les 3, et biodiversité aussi, parce on a un label biodiversité où en fait il y a des études qui sont faites sur la question de la végétalisation, quels végétaux, est-ce qu'ils résistent bien, est-ce qu'ils sont bien au bon endroit, voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça, et donc sur le carbone, donc tout notre béton est bas carbone. C'est les inventions des grandes entreprises françaises, le béton bas carbone, voilà, donc qui est mieux qu'avant. Que le béton. Mais ça reste du béton, voilà. Et donc nous, on a voulu utiliser le bois, le montrer, le rendre vraiment en faire l'architecture du projet. Et donc on a toute la halle olympique qui est complètement en bois, donc les poteaux, la toiture, les façades, c'est des façades ossature bois, et tous ces brises-soleil qui sont autour. Donc on a voilà, maximisé finalement notre possibilité de bois. Et peut-être au-delà du matériau, hein, le bois qui est énorme, je pense que notre priorité majeure au début, c'était de dire comment on arrive à limiter les dépenses énergétiques. On est quand même dans une piscine qui demande beaucoup d'énergie. Et le plus d'énergie dans une piscine, les gens ne le savent pas forcément, mais c'est vraiment la stabilité de l'air en fin de compte. Donc tout le volume de la halle aquatique est déterminant. Donc dès le début, pour nous, c'était de dire... on a quand même des grands volumes, hein. Laure l'a dit, on a des grands bassins, on a des plages, on a quand même des tribunes pour 6000 personnes. C'était de dire comment on peut avoir une idée intelligente qui permet de réduire ce volume. Et du coup, on est parti très vite dès les premières esquisses sur une toiture tendue. Donc, parce qu'on a quand même une portée de 80-90 mètres. Donc, à partir du moment où on fait quelque chose, une poutre, on va dire, quelque chose de traditionnel, peu importe que ce soit en bois, en acier ou en béton, on crée tout un volume en plus qui est énorme. Et du coup, si on le tend, c'est comme si vous prenez une corde, finalement, qui vient épouser, donc qui est très haute de chaque côté des tribunes et qui vient se rabaisser au niveau du bassin. Et donc, on a toute cette toiture qu'on a aussi conçue avec des éléments paramétriques, parce que c'est un peu plus compliqué qu'une corde, mais qui permet d'arriver au plus près des volumes, et tout en gardant un aspect, on va dire, spatial, grandiose de cette olympique. Et finalement, en refaisant le calcul de ce qu'on a construit par rapport à quelque chose de traditionnel, on arrive à réduire de moitié le volume. Le volume d'air intérieur. D'air intérieur. Donc, tout le volume qu'on ne crée pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas à chauffer, qu'on n'a pas à entretenir. Donc, c'est là où commencent les premiers pas, on va dire, bas carbone. C'est quoi la juste mesure? Ce que disait Laure, on aime bien ce côté juste mesure. Voilà. Il y a la question du volume. Et d'ailleurs, quand on a réduit le bâtiment, ça a aussi réduit le volume. Donc tout allait dans le même sens, et on a eu la même en fait on a eu la même réflexion sur la question de la matière, c'est-à-dire comment on met le moins de matière possible. Donc évidemment, c'est choisir aussi le bon matériau au bon endroit. Et sur la halle olympique, le bois, c'était parfait. On a ces catènes, la toiture, il faut imaginer. En fait, si vous habitez une maison en bois, vous regardez les poutres qui sont chez vous, mais en fait, les poutres de la toiture du centre aquatique, elles font la même hauteur, elles font 55 cm, elles portent sur 90 mètres. Et au-dessus, on a mis justement des choses très légères
pour ne pas avoir de grandes poutres, par exemple. Sur la passerelle, où on est en acier, de la même façon, notre idée, c'était de dire il faut que ce soit la structure qui fasse l'architecture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne puisse rien enlever, en fait. Et donc, la forme de la passerelle, qui a un double triangle, c'est la forme des forces qui sont nécessaires avec les poutres. En fait, la forme de la passerelle, ce sont des poutres qui portent la passerelle. Et ça amène un design très particulier et qui est donc reconnaissable sur l'autoroute, parce que nous, ça nous intéressait que ça marque une porte finalement entre Paris et Saint-Denis, mais ça crée aussi des espaces dynamiques quand on marche dessus. Et en même temps, c'est ce qui était le moins énergivore en termes de construction. Et voilà, et on a fait la même chose sur l'eau, sur la forme des bassins. Donc c'est vraiment toutes ces petites questions de dire, finalement, plutôt que de faire comme on a l'habitude de faire simplement, on met de l'énergie de notre cerveau, donc avec tous les ingénieurs, évidemment, à réfléchir et à se dire qu'est-ce qui est l'optimum. Ça prend un peu plus de temps, mais au final, on économise des choses. Des ressources. Des ressources. Oui. Et c'est vrai que en Europe, en tout cas, et en France, aujourd'hui, c'est très, très important. Très, très important. Et sans perdre la beauté des espaces, l'atmosphère. Enfin, on est quand même architecte, au-delà d'être maître de l'économie, et c'est ce qu'on démontre. Le but, c'est d'avoir des espaces lumineux, agréables. C'est ce qu'on disait. Enfin, ça n'empêche pas ce côté de penser autrement, et penser économie n'est pas contradictoire avec une architecture belle, appréciable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie de temps en temps, que c'est tellement technique l'environnement que ça peut pas être beau. Et je pense que la beauté est essentielle dans le monde dans lequel on vit. Oui, absolument. Puis, je dirais même au contraire. Dans le fond, par rapport à la conception structurelle, donc l'économie de moyens en font des structures plus élégantes parce que les efforts sont visuellement exprimés. Totalement. J'ai eu la chance de visiter le chantier au mois d'octobre l'année dernière. La structure est vraiment spectaculaire. Puis, on est moins habitué de voir le bois travailler en tension. On a plus tendance à le voir travailler en compression. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de la conception de cette structure-là et sa mise en œuvre aussi, qui a dû être quand même un peu exceptionnelle? Oui, bien sûr, hein, parce que forcément, dès qu'on arrive avec une idée, on va tendre une sculpture bois, on a regardé partout, qu'est-ce qui se passe, on a discuté avec le bureau d'études structure, mais on voudrait remercier le Canada, qui nous a montré un bon exemple. Alors, je vais essayer de bien m'en souvenir. Centre aquatique à Surrey. À Surrey, le Grandview Aquatic Center, que j'ai visité aussi, là, qui est vraiment une structure tendue, très, très mince. Donc, c'est là où on se dit, des fois, il faut avoir des bonnes idées. Des fois, il faut voir aussi, être inspiré. Et franchement, vu qu'on a un degré de complexité plus haut, vu qu'on a toute une structure en bois et que c'était très compliqué, cela dit, sans cette construction qui avait été réalisée, je pense qu'il aurait été très dur de dire à notre partenaire construction, mais si, c'est une très bonne idée, on va y aller. C'est faisable dans les temps pour les JO. Donc, merci beaucoup, parce que ça a été quand même vital, même si on n'est pas allé au Canada pour le voir, de dire non, c'est faisable, c'était dans une piscine. OK, il y a des données qui vont être différentes pour nous, on porte dans d'autres longueurs, on complexifie. Et ça nous a rassurés. Donc, et ça a demandé beaucoup de modèles. En fin de compte, c'est vraiment l'innovation qui a été la plus... Quand on voit toutes les recherches, les modèles, on a dû faire un ATEX, donc de vraiment la prise au vent, les études, est-ce que tout marche bien, vu que la toiture bouge, l'isolation pas, enfin c'est un peu compliqué, mais qui a permis, à travers toutes les équipes d'ingénierie, de constructeurs et de l'entreprise de construction, qui est une des meilleures de France, qui a fait toute la charpente en bois, Matisse, de stabiliser tout le modèle et de dire, maintenant c'est ça l'unicité du projet, c'est faisable, on y va. Surtout que vous aviez, je pense, des panneaux photovoltaïques sur cette toiture-là, donc elle avait des charges aussi supplémentaires. Oui, et en fait, c'était pas mal. Notre bureau d'études nous a dit, en fait, c'était assez intelligent, parce que, évidemment, il y a la question du poids, mais c'est aussi une structure qui se soulève. Parce que c'est pression, dépression.
Et donc en fait, ils avaient besoin d'un peu de poids au-dessus. Et ce qui est intéressant sur les panneaux photovoltaïques, c'est que c'est vrai que il faut imaginer que la toiture, elle fait 6000 mètres carrés. Donc on voulait qu'elle soit légère, donc personne ne monte dessus. Enfin, c'est pas une place publique en hauteur. On l'a pas planté non plus. On n'a pas mis de végétaux dessus parce que il fallait que ce soit léger pour qu'on utilise le moins de matière possible sur ces grandes portées. Et donc on s'est dit mais ça serait bien quand même que ce soit utile. Voilà. Et donc, on a eu cette idée de mettre une grande ferme solaire, donc qui fait 5000 mètres carrés, sur la toiture. Et ce qui est intéressant, c'est que l'énergie qui est produite, elle est utilisée en direct par le centre aquatique, puisque le centre aquatique a besoin d'énergie tout le temps. Voilà. Donc ça représente en gros 20-25% de l'électricité qui est consommée sur place, ce qui est énorme. Mais voilà, en termes structurels, je me souviens de Benjamin Touraine, qui est un des ingénieurs qui a travaillé sur ce sujet, qui me disait mais non, en fait on a fait les calculs et en fait c'est pas mal. C'est plutôt bénéfique. C'est plutôt pas mal parce que sinon il y avait des problèmes de soulèvement et voilà. Mais c'était aussi une qualité du bois, hein. Finalement, vu qu'on travaille en traction, mais aussi en pression, vu qu'il y a une dynamique d'air, et c'est quelque chose que l'acier pourrait moins bien faire. Et finalement, le côté bois permettait de travailler dans les deux sens. Ouais. Absolument, absolument intéressant. Peut-être pour compléter, dernière question à chacune d'entre vous, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, finalement, dans la réalisation de ce projet? Impatiente de le voir vivre quand même, parce qu'on construit quand même de l'architecture, on le conçoit pour le voir vivre. Fière, non, le résultat, ce qu'on disait, l'harmonie des solutions, et finalement cette force d'humains qui ont su, les uns avec les autres, arriver à ce résultat, parce qu'on est deux pièces du puzzle. Ok, on a passé beaucoup de temps, ça nous a coûté quelques rides, mais ouais, c'est vraiment une très très belle aventure. Et personne n'a lâché prise, on s'est tous motivés, c'était pas évident tous les jours. Et de le voir tenir, et on a l'impression, enfin moi c'est mon impression, qu'il a toujours été là, enfin que le bâtiment, il y a un côté un peu universel, hein, je ne saurais pas le décrire, et j'en suis très fière. Il y a de quoi. Ouais, alors pour compléter, hein, parce que je pense que non, mais parce que c'est vrai que je pense que une des grandes aventures, c'est vraiment une très grande aventure humaine. Il faut voir le nombre d'heures, c'était un travail colossal dans ce temps réduit de faire toutes les études. Donc, il y a eu vraiment des échanges permanents et beaucoup de temps de nos vies consacrés. Donc, je remercie ma famille de m'avoir conservé auprès d'elle. Donc, il y a vraiment cette question humaine. On a rencontré des gens dingues qui sont devenus des amis. Et après, c'est vrai que moi, ce qui me rend le plus fier, c'est de me dire que c'est de voir les gens quand ils visitent, parce que il y a énormément de gens qui ont visité, et c'est vrai que il y a une émotion en fait dans le bâtiment qui est difficilement traduisible à la radio ou en balado. Mais je vous invite à aller vous baigner à partir de juin 2025 si vous passez par Paris à l'intérieur, puisque ce sera une piscine publique, hein, donc c'est totalement abordable et tout le monde pourra y aller. Mais voilà, c'est un peu cette émotion et se dire que on a réussi on espère, à rendre des gens heureux. Tous les gens qui vont utiliser ce bâtiment pourront nager dans un très très bel espace. Voilà. Oui. Et puis d'avoir un impact sur un quartier, sur une communauté, sur le développement de la natation, etc. Donc, non, c'est fascinant. Merci beaucoup pour les échanges. Vraiment, c'est très apprécié. J'invite les gens à aller le visiter. Moi, j'ai eu la chance de le voir presque terminé, mais pendant les Jeux Olympiques ou après, vu que ça devient un bâtiment public, on n'a pas toujours la chance de voir ces équipements-là après. Donc, vu que c'est un bâtiment qui va être ouvert au public, c'est quand même une opportunité de voir une structure aussi spectaculaire. Donc, merci encore une fois pour votre participation. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode de ce balado. Donc, merci Laure Mériot et Cécilia Grosse d'avoir participé avec nous à cette rencontre. Puis, on vous invite à rester à l'affût sur les réseaux sociaux pour les autres émissions.